monde. Je pense qu'on peut commencer. Excusez-moi, j'ai commencé de façon un peu tonitruante. J'espère n'avoir réveillé personne brutalement, trop brutalement. Je vous remercie d'être là, si nombreux, parce que malheureusement, nous avons souvent un problème d'assistance à ces journées. Et donc, nous allons parler pendant un peu plus d'une heure avec des interlocuteurs que je vais vous présenter dans un instant, de la manière dont les Arabes se sont construits grâce aux autres, ce qui est un peu peut-être mystérieux quant à l'objet de notre réunion. En fait, c'est assez simple. Quand on pose aujourd'hui, puisque c'est le thème général de ces journées, la question les Arabes et le monde, aujourd'hui, on pense essentiellement aux relations entre les Arabes ou le monde islamique et l'Occident, le plus souvent. Secondairement, très secondairement, trop secondairement d'ailleurs, on l'a vu encore dans la table ronde qui précédait sur le commerce, on pense aux relations entre les Arabes et l'Asie, aux relations entre les Arabes et la Chine, aux relations entre les Arabes et l'Inde, ou entre les Arabes et l'Afrique. Mais au Moyen-Âge, et nous allons surtout vous parler ici du Moyen-Âge, des premiers siècles de l'islam, entre le 7e et le 15e siècle, au Moyen-Âge, le monde des Arabes, c'est d'abord l'espace islamique. C'est d'abord l'espace de l'islam. Les grandes civilisations de ce temps-là, c'est-à-dire les grandes civilisations du Moyen-Âge, la Chine, la chrétienté, l'islam, sont des ensembles relativement fermés, fermés sur eux-mêmes, même si nous avons tendance aujourd'hui, pour des raisons évidentes, et avec un anachronisme qui est inséparable de l'histoire, même si nous avons tendance aujourd'hui à souligner leur contact, c'est-à-dire le contact de l'islam avec l'Occident, le contact, le cas échéant, hélas beaucoup moins souvent aussi, de l'islam avec la Chine ou le contact de l'islam avec l'Inde. En fait, le plus souvent, c'est à l'intérieur des grands ensembles de civilisations que ces contacts ou ces échanges sont les plus denses. Et donc, c'est avec les autres peuples musulmans, tout simplement, que les Arabes ont eu les contacts les plus importants. Ce que les Arabes donnent et ce qu'ils reçoivent à l'intérieur de l'islam est infiniment plus important que ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent à l'extérieur de l'islam. Autant dire que le rapport avec ce qu'on appelle génériquement dans le monde arabe médiéval les ajam, c'est-à-dire les musulmans non arabes et les persans de préférence, mais nous en parlerons dans un instant, est beaucoup plus important que les contacts qu'ils peuvent avoir avec le monde non musulman. Au point qu'on peut dire, et ce sera notre sujet, que les Arabes, leur histoire, leur langue, leur position dans la société, a été largement construit par le rapport aux autres peuples de l'islam, les Persans, les Turcs, les Berbères, ou par rapport aux traditions, aux pratiques, au savoir des territoires occupés par l'islam dans les premiers siècles de son expansion, dans les premières décennies de son expansion. Par exemple, et nous en parlerons bien sûr, la science grecque, que les Arabes trouvent évidemment dans les territoires essentiellement égyptiens et syriens qu'ils conquièrent dès les premières décennies de l'expansion de l'islam. Et donc c'est ce que nous allons examiner avec nos invités que je vous présente. À ma gauche, Ali Amir Moezi, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et dont je rappelle simplement dans sa production déjà très conséquente, qu'il vient de publier, il a été directeur avec Guillaume Di d'une énorme publication, d'une énorme entreprise que je vous conseille de consulter si vous avez besoin d'avoir d'autres idées sur le Coran et sur l'islam que celles que vous entretenez déjà certainement. Cette publication s'appelle Le Coran des historiens, c'est paru il y a un an déjà, un peu plus d'un an. Et donc, bon, c'est une œuvre tout à fait décisive. J'allais dire, c'est l'œuvre d'une vie. Si dans la vie de Ali, il y avait déjà beaucoup d'autres publications. À ma droite, Ziad
Abou Akl, qui est chargé de recherche au CNRS, qui est maître de conférences attaché au département de philosophie, il est donc philosophe, de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, et qui est spécialiste de la philosophie arabe médiévale, c'est-à-dire essentiellement justement de cet apport, pour l'essentiel grec on va dire, hein, à la langue et à la constitution de l'arabité, à la langue arabe et à la constitution de l'arabité. Et puis, un peu plus loin, toujours sur ma droite, Julien Loiseau, qui est donc professeur à l'université d'Aix-Marseille, qui est spécialiste en particulier, il est spécialiste de tellement de choses maintenant que je suis prudent, il est spécialiste en particulier de l'Égypte, l'Égypte entre XIIIe et XVe siècle, en particulier de ce qu'on appelle l'Égypte mamelouk, à l'époque où elle est gouvernée donc par cette étrange milice d'esclaves soldats qu'on appelle les mamelouks, et qui a publié justement en 2014 au Seuil un livre sur ce titre, des Mamelouks, et sur ce sujet, mais qui travaille aussi sur beaucoup d'autres choses, entre autres les fouilles archéologiques sur la présence de l'islam en Éthiopie aujourd'hui. Voilà, donc voilà, c'est avec eux que nous allons... Ah oui, c'est vrai, un mot sur moi-même. Alors, Gabriel Martinez-Gros, je suis professeur émérite, c'est-à-dire retraité, pour dire les choses dans une langue un peu plus vulgaire, de l'université de Nanterre. J'étais spécialiste à l'Andalous et je me suis beaucoup intéressé en particulier à un penseur musulman très important qui s'appelle Ibn Khaldoun, que vous connaissez, ouais, beaucoup d'entre vous sans doute connaissent le nom. Voilà, donc on va commencer, j'allais dire, presque dans l'ordre chronologique, et peut-être, et surtout dans l'ordre politique, c'est-à-dire avec, même si on ne commence pas tout à fait dans les premières décennies, sur le rapport entre à la fois les Arabes et les Persans, qui sont les étrangers, entre guillemets, les non-arabes par excellence à l'intérieur du monde musulman, au point que Ajam, qui veut dire non-arabe, va devenir un quasi-synonyme de persan au fil des temps et sera même transmis à l'Osmanlı, à la langue turque des Ottomans, dans ce même sens. Hein, Ajami veut dire le persan. Aussi, le caractère central ici, c'est le rapport des langues. Hein, c'est le rapport de la langue arabe et de la langue persane, puisque la langue persane, je n'en dis pas plus parce que Ali va vous en dire beaucoup mieux, va vous le dire beaucoup mieux que moi, a été la première langue écrite dans le monde islamique après l'arabe, ou avec l'arabe. Voilà, je te laisse immédiatement la parole sur ce thème. Merci beaucoup Gabriel. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Donc je vais effectivement parler de la relation ou de la concurrence entre l'arabe et le persan, qui sont les deux plus grandes langues de l'islam, hein, on peut le dire surtout au Moyen-Âge. Le grand linguiste Ferdinand de Saussure disait que la première institution, c'est la langue. Ce qui signifie entre autres que derrière celle-ci se cache le politique, aussi bien dans sa dimension historique et collective que dans sa dimension individuelle, subjective, voire spirituelle. Il disait encore que les peuples de langues différentes qui habitent un même milieu et entrent éventuellement en compétition constituent les uns par rapport aux autres des effets miroirs à travers une concurrence entre leurs langues. Dans mon exposé, je voudrais dire un mot sur les relations complexes entre l'arabe et le persan, les deux plus grandes langues de l'islam, à travers ce que l'on pourrait appeler leur sacralisation. La concurrence de canonicité entre l'arabe et le persan semble donc avant tout politique, et elle est fort ancienne. Il tirait son origine des grandes conquêtes musulmanes et de la politique arabe de type ethnocentré et racial, pour ne pas dire raciste, des premiers Omeyyades qui eurent à gérer les peuples conquis, grosso modo entre la première moitié du premier siècle de l'Hégire, 7e de l'ère chrétienne, et la première moitié du 2e, 8e siècle, et la résistance que suscita cette politique parmi les peuples conquis, notamment les Iraniens. Il est vrai que dans ces grands traits, l'anthropologie coranique est inégalitaire, car y est soulignée la supériorité de l'homme sur la femme, de l'homme libre sur l'esclave, du musulman sur le non-musulman. En revanche, le Coran insiste sur l'égalité des musulmans entre eux, sans distinction de race ou de langue ou de sexe, la piété étant le seul critère de précédence. Comme il est dit
dans le Coran 49:13, « Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous fassiez connaissance mutuelle, mais en fait le plus digne parmi vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. » Or, les vastes et fulgurantes conquêtes et les mentalités des premiers califes omeyyades, encore tout imprégnées de la culture pré-islamique tribale, changèrent la donne. Les hommes de pouvoir et les savants qui soutenaient leur politique expliquèrent la victoire de la religion d'Allah par la supériorité des Arabes sur les peuples conquis et la supériorité de leur langue sur les autres par le fait qu'elle a été celle de la plus parfaite des révélations divines. Les assertions neutres du Coran sur le fait que la langue de la révélation descendue sur le prophète Mohammed est l'arabe serviront rapidement de fondement aux arguments idéologiques et apologétiques d'un certain nombre de courants théologico-politiques qui présentaient l'arabité comme signe d'élection et la langue arabe comme langue divine. Cette tendance se poursuivit au sein de puissantes mouvances traditionnalistes sunnites sous le califat abbasside. D'après le lettré Yarout, dans son Mu'jam al-Udaba, aux confins des 2e et 3e siècles de l'Hégire, malgré des évidences que d'autres savants soulignaient, le philologue Abu Obaïda considérait que prétendre que le Coran puisse contenir des mots d'autres qu'arabes était une offense contre Dieu. Ou encore, avant lui, Abu Amr ibn al-Ala déclarait que connaître l'arabe constituait l'essence de la religion. Une tradition faisait dire au calife Omar ibn al-Khattab, à la tête des premières grandes conquêtes, que la connaissance de l'arabe augmentait l'intelligence et la virilité. La position des tenants de l'arabité comme signe d'élection est illustrée par un propos attribué au célèbre cousin du prophète, Ibn Abbas, selon lequel Dieu n'a jamais rien révélé qui n'ait été en arabe. Dans le cas des religions autres que l'islam, c'est l'ange Gabriel qui traduisait les révélations originelles en arabe dans les langues des prophètes et des peuples destinataires de celles-ci. Autrement dit, l'arabe est la langue de Dieu lui-même. Face à cette offensive religieuse qui soutenait et justifiait souvent agressivité, répression et humiliation sur les plans politiques et sociaux, d'autres traditions, vantant les vertus des Iraniens, commencèrent à circuler. En guise de commentaire du verset 5,54, qui dit « Bientôt Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et un peuple qui aime Dieu », de grands savants iraniens, tels Fakhreddin al-Razi, Abu Nu'aym al-Isfahani ou Omar al-Sohrawardi, rapportent des traditions attribuées au prophète où celui-ci déclare que ce verset a été révélé au sujet de son compagnon Salman le Perse et de son peuple. Et le propos se termine par ces termes: « Même si la religion est suspendue aux Pléiades, certains Persans iront l'atteindre. » Une autre tradition sur les qualités admirables des Iraniens fait dire à l'imam des chiites, Ja'far al-Sadiq, si le Coran avait été révélé aux Persans, les Arabes n'auraient pu en profiter. Or, le Coran a été révélé aux Arabes et les Persans en ont tiré plein profit, ce qui prouve leur sagesse. Il est vrai que plus tard, ce genre de doctrine servira de toile de fond aux discussions théoriques entre intellectuels sur la forme et le contenu du Coran, mais à l'origine, l'enjeu central des controverses autour de ce genre d'assertion aurait été la résistance des Iraniens à l'arabisation et leur défense de l'iranité à travers la sauvegarde et la promotion de la langue persane. En effet, comme on le sait, parmi les pays conquis par les Arabes et islamisés, héritiers de civilisations antiques, comme la Syrie, l'Irak ou l'Égypte, seul l'Iran a pu garder sa langue dans ses différentes composantes. Un hadith fait dire au prophète Mohammed: « La langue de ceux qui entourent le trône divin est le persan. Si Dieu veut révéler quelque chose de tendre, il le fait en persan. Et s'il veut révéler quelque chose de violent, il le fait en arabe. » Ce genre de texte faisait autorité auprès d'un auditoire sans doute non négligeable de convertis iraniens persanophones. Il venait appuyer une longue tradition de la défense de la langue et de la culture persane comme ciment d'une identité nationale. On sait maintenant que l'épithète n'est pas anachronique.
Les infatigables efforts déployés par de très nombreux lettrés iraniens pour sauvegarder leur culture pendant les premiers siècles de l'invasion de l'Iran par les arabes le montrent clairement. Qu'il nous suffise ici de rappeler le rôle central des traducteurs en arabe des ouvrages en moyen perse, le Pélévi, et le rôle d'intellectuels musulmans gardant vivante, en la réactualisant, leur culture ancestrale. Des gens comme Mas'oudi, comme Ferdowsi, comme Ibn Qutayba, comme Miskawayh, comme Sibawayh, comme Sohrawardi Shaykh al-Ishraq et d'autres. Avant l'islam, le persan était établi comme langue de l'Empire pendant les 4 siècles sassanides. Avec l'invasion arabe et la chute des Sassanides, il fallait faire face à l'arrivée de la nouvelle religion arabe et sa langue, en essayant de protéger le patrimoine culturel, scientifique, sapiential, d'une part, en traduisant les traditions littéraires du moyen perse en arabe, et d'autre part, en continuant de produire de nouvelles œuvres, aussi bien en arabe qu'en persan, enracinées dans le passé du pays, mais adaptées aux nouvelles conditions. La prise de pouvoir de grandes dynasties iraniennes quasi autonomes du califat central, les Tahirides, les Safarides et surtout les Samanides, au IIIe et IVe siècle de l'Hégire, sous leur impulsion, l'initiative d'écrire le persan avec l'alphabet arabe ont été des facteurs déterminants dans ce processus. Ainsi, Ferdowsi, au début du Ve siècle, explique le but de son livre des rois de la sorte. J'ai tant souffert pendant tant d'années afin de revivifier le peuple iranien grâce à la langue persane. Ainsi, parler d'un certain sentiment national cristallisé autour de la langue persane ne serait effectivement pas anachronique. Pour ce, il fallait tout d'abord démontrer que le persan avait la capacité d'accueillir l'islam et ses composantes fondamentales. Le célèbre Abu Hanifa, éponyme iranien de l'école juridique sunnite hanafite, avait permis la traduction en persan de la profession de foi musulmane, la shahada, celle de l'appel de azan, de la prière canonique salat, ainsi que certaines formules de la prière canonique journalière. L'objectif ultime de la prière canonique étant le rappel de Dieu, le zikr, celle-ci peut se faire dans d'autres langues que l'arabe. Ainsi, dans les pays d'Asie centrale, de culture iranienne et de rite hanafite, la prière journalière se récitait pendant plusieurs siècles dans un mélange d'arabe et de persan. À cette époque, de nombreux traités furent rédigés qui portaient le titre de « L'égalité de la prière canonique en persan » Jawaz as-salat bil-Farisiya. Au IIIe, IXe siècle, et plus tard, chez les chiites imamites, face aux défenseurs de l'arabité comme l'influente famille d'origine yéménite des Ash'arites de la cité de Qom, d'autres savants défendaient le persan et la licéité du persan dans les prières surérogatoires, dua, voire même pendant la salat. La réaction des partisans de l'arabité, y compris parmi les Iraniens eux-mêmes, ne se faisait jamais attendre. Par exemple, le célèbre Iranien mu'tazilite, Az-Zamakhshari, était contre l'usage du persan pendant la prière canonique. Les Shafi'ites, quant à eux, vont de manière générale suivre les directives de l'éminent éponyme de leur école, l'imam al-Shafi'i, dans ce Kitab al-Umm, selon lequel la prière canonique, tout comme le Coran, ne peuvent être récitées qu'en arabe. En effet, les partisans de l'iranité et de la langue persane ont apparemment commencé leurs activités très tôt. Déjà au début du IIe siècle de l'Hégire, des savants tels que Moussa ibn al-Aswari, d'après le témoignage d'Al-Jahez, excellaient aussi bien en persan qu'en arabe, et pendant ces séances d'enseignement à Basra, ils traduisaient et commentaient le Coran en persan pour ses élèves iraniens. Nous sommes dans les années 120 de l'Hégire. Le tournant sans doute le plus décisif aux implications historiques et culturelles particulièrement profondes fut plusieurs commentaires, traductions en persan du Coran. Selon certains rapports, déjà Salman le Perse, le célèbre compagnon iranien du prophète Mohammed, avait reçu la permission de celui-ci de traduire certaines parties du Coran en persan, notamment la première sourate, la Fatiha. Après quelques traductions partielles du Coran dans les langues iraniennes au IIe et IIIe siècle de l'Hégire, la traduction sans doute la plus importante, faite à partir du monumental commentaire coranique de Tabari, le Tafsir Kabir, fut effectuée pendant le règne de Samanide, Mansour ibn Nuh,
dans la première moitié du IVe siècle et sur les directives d'une assemblée de grands savants de Transoxiane. Il est à noter que la traduction persane de Tabari comporte des ajouts typiquement iraniens par rapport à l'original, à savoir des histoires des rois mythiques de l'Iran antique ou encore des données relevant de l'astronomie iranienne ancienne. Dans la seconde moitié du Ve siècle vit le jour un des plus importants commentaires coraniques en persan, accompagné naturellement d'amples traductions du texte coranique, avec un titre extrêmement parlant, la meilleure des traductions pour commenter le Coran pour les Iraniens. Le Taj al-Tarajim Tafsir al-Qur'an lil-A'ajim, du savant shafi'ite al-Isfaraini. Exactement à la même époque, le grand karamite de Nishapur, Surabadi, rédigea son célèbre immense commentaire coranique en persan en 7 volumes. Mentionnant enfin la traduction accompagnant son commentaire en prose persane rythmée, se rapprochant de Sajj arabe, du célèbre savant hanafite al-Nasafi. Quant au schisme imamite, dès la seconde moitié du Ve siècle, le grand savant Abul Futuh al-Razi élabore son grand commentaire coranique persan. Tout comme on l'a vu dans le cas de l'usage du persan pendant la prière canonique, les adversaires de la traduction du Coran dans n'importe quelle langue, et plus particulièrement en persan, ont été nombreux, même parmi les Iraniens eux-mêmes. Les Shafi'ites Ash'arites, Firooz Zabadi, et surtout le célèbre Abu Hamid al-Ghazali, donc Al-Ghazal des latins, défendant un certain rang élitiste et aristocratique des disciplines religieuses, soutiennent qu'une réelle compréhension du Coran, tout comme les subtilités de la théologie, ne peuvent être atteintes qu'à travers la langue arabe, et ceux qui ne savent pas celle-ci doivent avoir recours aux enseignements des savants qui connaissent l'arabe. Malgré cette résistance de la part d'illustres et influents savants, l'intense activité de traduction et d'interprétation du Coran en persan, comme on l'a vu, fit son effet, et le persan comme langue du Coran semble avoir scellé sa canonisation à côté de l'arabe dès le IIIe, IVe siècle. Le persan a été ainsi la première langue dans laquelle a été traduit le Coran. Plus tard, celui-ci fut traduit intégralement ou en partie dans d'autres langues islamiques, berbère, turc, etc., ou non islamiques, le latin. Je parle bien sûr du Moyen Âge. À partir de là commença l'extraordinaire floraison de la littérature persane, aussi bien en prose qu'en poésie, et dans toutes les disciplines du savoir, surtout dans des domaines intellectuels et spirituels, comme la grammaire, l'Iranien Sibawayh est le père de la grammaire arabe, la philosophie, des gens comme Farabi ou Avicenne, la mystique ou encore la théologie, où il y a d'innombrables noms iraniens. Au VIe siècle, un prosateur comme Mu'ammel ibn Masrour présentait le persan comme la meilleure langue de la connaissance, où le poète Sana'i pouvait déclarer fièrement l'égalité dans la sacralité de l'arabe et du persan. Selon le grand poète... 6e, c'est 12e siècle, hein, excusez-moi. Oui, bien sûr. Selon le grand poète, la foi concerne la vie intérieure, et cette vie peut aussi bien s'exprimer en arabe qu'en persan. Exprimer par la langue persane les profondeurs de la vie religieuse et spirituelle de l'islam. Les œuvres que je viens de mentionner illustrent l'effort de ces nombreux intellectuels iraniens qui, après le temps nécessaire de maturation, se voyaient comme étant pleinement investis en tant qu'héritiers d'une antique sagesse dans la formation de la culture de l'islam, nouvelle religion de leur peuple, ainsi que dans le déploiement de sa civilisation. Se percevant comme les meilleurs gardiens et promoteurs de l'islam, car issus d'une civilisation millénaire, ils considéraient comme un devoir de garder vivante leur culture à travers la sauvegarde de leur langue. Leur méthode semble avoir été la suivante: s'approprier la nouvelle religion, y compris parfois dans ses éléments les plus traditionnels, pour avoir la légitimité de la faire évoluer de l'intérieur. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bon, je retiens simplement que, en fait, l'opposition entre arabe et persan ne passe pas, la langue arabe et la langue persane ne passent pas selon les mêmes lignes de partage que tout simplement arabe et persan, puisqu'il y a beaucoup de persans qui ont défendu la prééminence de la langue arabe, et même beaucoup de personnes qui ont contribué à la créer, puisque la plupart des grammairiens, des grands grammairiens de l'arabe au 8e et au 9e siècle, sont d'origine persane. Tu as cité Sibawayh
et d'autres. Et en même temps qu'ils ont contribué à créer cette culture arabe, donc comment les Arabes se sont construits grâce aux autres, et en particulier grâce aux Iraniens, comme tu l'as dit, les Persans ont aussi créé, à partir de Ferdowsi, donc de l'an 1000 à peu près, si vous voulez, une autre culture. Alors là, complètement différente, avec une autre histoire, d'autres références, une autre histoire réelle ou mythique, mais peu importe, et d'autres références. Donc, tout cela parce que, bien sûr, l'Empire perse est l'un des deux grands empires conquis par l'islam au début de son existence. L'autre grand empire, c'est l'Empire romain. Et parmi les grands héritages de cet empire romain ou gréco-romain, peu importe, hein, de cette antiquité que nous avons l'habitude d'appeler classique, il y a en particulier les textes grecs dont Ziad Bouakl va nous parler, je pense. Je lui laisse la parole. Ça marche ? Voilà, comme ça, c'est mieux. Merci beaucoup. Oui, je vais parler donc du mouvement de traduction de l'héritage antique grec, donc des sciences et de la philosophie. Et je pense qu'il y a deux choses très importantes à retenir à ce sujet. D'abord, il n'y a pas eu une phase de réception passive de cet héritage par le biais de traductions qui se sont faites comme ça, et ensuite suivi d'une phase de création propre aux Arabes, on va dire, en termes de sciences et de philosophie, mais les deux mouvements étaient simultanés. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, penser le mouvement de traduction d'emblée comme un mouvement d'appropriation par l'élite du Nouvel Empire, de la sagesse grecque, des sciences antiques, et d'une acclimatation de cette science et de cette philosophie pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouveaux défis culturels que pose le Nouvel Empire, de société, de monothéisme, etc. Et le deuxième point très important, c'est que si ce mouvement de traduction a pu prendre de l'ampleur et qu'il a été à la base de la création et des débuts de la science et de la philosophie arabe, il faut s'imaginer qu'un très grand nombre de textes de l'Antiquité ont été traduits, Ptolémée, Euclide, les maths, l'astronomie. En termes de production philosophique, c'est presque tout Aristote, beaucoup de Galien, un grand nombre de textes de Platon, du Plotin, tous les grands commentateurs de l'Antiquité tardive, des textes aristotéliciens, Simplicius, Philopon, Alexandre d'Aphrodis, bref. Donc, si ce mouvement a réussi à prendre de l'ampleur et a pu durer, c'est parce que, en plus de l'initiative personnelle de savants, évidemment, épris de sciences et de culture, il y avait une implication directe de l'État, des califes, des fonctionnaires, des courtisans, de tout l'appareil de la cour dans ce mouvement de traduction. Ces traductions étaient financées par les califes, il y avait des expéditions à Byzance pour revenir ramener des manuscrits grecs qu'on allait traduire, ou pour ramener des manuscrits grecs de textes dont on avait des versions syriaques et dont il fallait retrouver l'original grec. Bref, donc tous ces savants-là travaillaient dans le cadre d'initiative qui était chapeautée et encadrée par la cour. Et donc, à ces logiques scientifiques propres et philosophiques, il faut ajouter des logiques institutionnelles, des logiques politiques, avec des enjeux qui dépassaient le simple cadre scientifique et qui ont permis à ce mouvement à prendre de l'ampleur et de la durée. Il y avait des raisons d'ordre pratique. Les premières traductions, à la fin du 8e siècle, c'était des traductions de textes médicaux et astronomiques, parce que ce sont des disciplines évidemment antiques très importantes, mais aussi orientées vers un objectif très pratique, l'astronomie pour les califes et la médecine pour tous les gens importants. Il y avait des enjeux d'ordre de prestige politique de la part des califes, abbassides notamment, qui voulaient se positionner comme les héritiers d'une sagesse antique dont ils sont les dépositaires et donc de rayonnement culturel. Il y avait des raisons liées aux joutes interconfessionnelles, ça c'est un point aussi très important. À la fin du 8e siècle, le calife Al-Mahdi demande au patriarche nestorien Timothée Ier de lui traduire les topiques d'Aristote. Les topiques sont le livre de la logique dans lequel Aristote pose les règles d'un débat dialectique. Et donc si Al-Mahdi l'a fait, c'est parce que cette époque-là était aussi l'époque de l'essor de la théologie rationnelle, qu'on appelle la théologie du kalam, une discipline
donc de réflexion théologique qui est née dans le cadre de débats interconfessionnels avec les chrétiens. Et donc le calife a ressenti le besoin de traduire ces topiques d'Aristote et a demandé au patriarche de le faire pour pouvoir encadrer ces débats-là, qui ont donc été à l'origine des premiers grands systèmes ontologiques et théologiques des théologiens musulmans. Il y avait aussi d'autres enjeux de course au prestige, de rivalité entre les différents fonctionnaires à qui un grand nombre de ces traductions étaient dédiées. Et donc petit à petit, à travers ce jeu de logique institutionnelle, vers le milieu du IXe siècle, nous sommes arrivés à un point où les intellectuels, je pense notamment aux intellectuels regroupés autour du cercle d'Al-Kindi, Al-Kindi est le premier grand philosophe arabe, étaient un peu conscients de leur nouveau rôle dans la société et de leur prestige de plus en plus accru justement à cause de ce mouvement de traduction et de réflexion philosophique, et qui ont donc commencé à s'intéresser à des disciplines plus théoriques, on va dire, plus désintéressées que l'astronomie et la médecine, c'est-à-dire en gros la métaphysique aristotélicienne, des disciplines qui, en plus de transmettre cet héritage grec vers le monde arabe, les positionnaient, eux, comme les dépositaires et les légataires de cette sagesse antique au sein de la nouvelle société islamique. Le cercle d'Al-Kindi, c'est l'exemple le plus abouti du IXe siècle, si on peut dire, de ce mouvement de traduction et qui montre bien que la traduction et la réflexion philosophique se faisaient ensemble. Al-Kindi était un philosophe, c'était le philosophe le plus important de la cour à l'époque d'Al-Mu'tasim, qui était au centre d'un cercle de traducteurs. Lui-même ne connaissait pas le grec. Les traducteurs étaient en général des chrétiens, des nestoriens, des jacobites, des melkites, dont le grec et le syriaque étaient soit la langue maternelle, soit la langue liturgique. Et donc Al-Kindi travaillait avec ces traducteurs, les aidait à réécrire les textes, retravailler les traductions au fur et à mesure que sa propre culture philosophique évoluait, essayer de stabiliser et de fixer le vocabulaire, et lui-même, en plus d'avoir donc chapeauté toutes ces traductions, a écrit un glossaire philosophique en langue arabe pour fixer, stabiliser cette nouvelle langue scientifique et philosophique et la diffuser au-delà du cercle des traducteurs vers tous les cercles des savants. J'ai encore un peu de temps. Oui. Ah, donc, je voulais juste vous donner un exemple assez révélateur de ce que je disais au début quand je parlais d'une acclimatation de la philosophie grecque en contexte monothéiste. Nous savons que le cercle d'Al-Kindi, en plus des grandes traductions qu'il a faites de la métaphysique, du Décaïlo d'Aristote et des grands commentateurs, est à l'origine d'un faux qui a intrigué pendant très longtemps les chercheurs et les orientalistes, un texte qui a circulé sous le nom de la théologie d'Aristote et qui est en réalité une compilation de Plotin, des traités des Énéades de Plotin, ou avec une teneur un peu plus spirituelle, si vous voulez, que ces traducteurs ont jugé bon de traduire, de créer et de faire circuler sous le nom de la théologie d'Aristote pour couronner le système métaphysique du stagirite par une théologie, c'est-à-dire pour l'adapter au nouveau contexte monothéiste de l'époque. C'était un des soucis les plus importants des traducteurs, comment acclimater la philosophie païenne, grecque et ses grands systèmes au nouveau contexte, et de manière plus générale, au-delà des traducteurs, c'était aussi un souci des philosophes, comment penser tout cet héritage, comment le rendre vivant au sein du nouveau contexte religieux. Voilà. Merci. Je pense que j'ai tout dit. Le micro, merci beaucoup. Et bon, vous voyez là à travers. Alors là, il n'y a pas de présence d'un autre peuple, mais il y a la présence d'une autre langue. Et ce qui est important, on l'a dit à propos de. Enfin, Ziad vient de le dire à propos d'Al-Kindi, par exemple, du rôle d'Al-Kindi, c'est comment on crée une nouvelle langue arabe en réalité. Parce que pour exprimer les concepts de la philosophie grecque, il faut créer une langue que ni Mohammed ni ses compagnons ne connaissaient, bien sûr. Enfin, il faut en particulier user de toutes les richesses de la dérivation en arabe, de la dérivation des verbes pour ceux qui connaissent un petit peu
la langue arabe, qui en ont fait un peu, pour arriver à exprimer des idées qui jusque-là ne s'étaient jamais exprimées dans cette langue, évidemment, et pour en faire la langue technique par excellence, au point que, effectivement, à l'inverse, lorsque au XIe siècle, un savant persan comme Biruni se demande quelle langue il faut utiliser, quelle langue on peut utiliser pour exprimer les réalités de la philosophie, il répond, alors encore un persan qui défend l'arabe, il répond l'arabe, bien qu'il commence lui aussi à parler, à écrire en persan, mais l'arabe parce que les termes techniques sont beaucoup plus précis en arabe. Hein, et ça c'est grâce au travail d'Al-Kindi et de quelques autres dans les siècles qui ont précédé. Bon, allez, vas-y, directeur, oui, vas-y. Non, puisque l'exposé de Ziad était un peu plus bref que prévu. Juste, peut-être, je le dis sous ton contrôle, mais tu as parlé de l'État et des califes, hein, c'est-à-dire vraiment une initiative institutionnelle. Mais je crois qu'il s'agissait de quelques califes, c'est-à-dire que tous les califes n'étaient pas, ou l'État, n'est-ce pas, surtout Omeyyades ou Abbasides, n'étaient pas dans leur ensemble et pendant toute leur durée favorables à ces stratégies. Et autre chose, c'est que maintenant, c'est-à-dire avec justement les études que l'on fait sur le Coran, on change un peu, je dirais, de perspective, c'est-à-dire lorsqu'on voit la présence de la culture biblique dans le Coran. Quand je dis biblique, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens surtout, de langue syriaque, on se rend compte que, effectivement, le milieu qui a vu naître le Coran était vraiment imprégné de culture syriaque, qui connaissait déjà et qui était imprégné de culture grecque. Et donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, on peut en parler beaucoup, mais il y avait un hadith du prophète où il dit « Je suis l'Aristote de cette communauté », on rigolait bien sûr, ça ne peut pas, c'est pas possible, bon, c'est du IIIe siècle, etc. Là, on se demande, bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que Mohammed connaissait Aristote, mais Aristote était le sage par excellence de toutes ces régions-là, n'est-ce pas? Donc, ça devient possible. Oui, évidemment. C'est bien sûr le travail sur le Coran et le penser dans ce contexte de l'Antiquité tardive, imprégnée à la fois de culture biblique, juive, chrétienne et aussi hellénistique, donc Aristote, Platon et tout le reste, permet de mieux contextualiser ce mouvement-là. Et aussi, mais c'est un point que j'ai oublié de noter, l'importance du syriaque, comme tu l'as souligné, est fondamentale. C'est-à-dire que ce soit à travers les traductions qui avaient eu lieu en syriaque avant l'islam, vers le VIe siècle, grâce à des philosophes de langue syriaque, je pense à Sergius de Reshaina, à Georges des Arabes ou à Paul le Perse, qui ont commencé à traduire et à réfléchir, donc évidemment, la philosophie grecque en langue syriaque, ou que ce soit à travers des chrétiens de l'Empire islamique, dont le syriaque était la langue maternelle ou la langue liturgique. Donc le syriaque comme intermédiaire entre le grec et l'arabe, pas pour tous les textes, mais pour un grand nombre de textes, est évidemment une donnée fondamentale. Et le syriaque comme l'arabe est une langue sémitique, c'est-à-dire qu'il fonctionne également par Shem et par racine, et donc ça facilite aussi un peu le passage du grec vers l'arabe, parce que pour des raisons historiques, même si le syriaque est une langue sémitique, il contient d'emblée beaucoup de mots grecs. Donc au niveau du lexique, c'est quelque part un intermédiaire entre la langue grecque et la langue arabe. Donc oui, évidemment, j'ai oublié de mentionner ce point, mais le syriaque est un intermédiaire fondamental. Et de toute façon, tous ces gens-là baignaient depuis très longtemps dans cette antiquité tardive fortement hellénisée, avec toutes les influences monothéistes que tu as mentionnées, évidemment. Voilà, eh ben, on va avancer de quelques siècles et en arriver à une époque où, au contraire de celle dont on a parlé pratiquement jusqu'ici, où au moins le sommet du pouvoir est encore arabe, ce sont des califes qui sont arabes et de la parenté du prophète, parenté proche ou lointaine du prophète. On va avancer vers des époques où les Arabes ont totalement perdu le pouvoir et où l'islam est devenu tout autre chose. Donc on va avancer vers l'Égypte du XIIIe, XIVe, XVe siècle, dont je pense Julien Loiseau va nous parler. Je lui laisse
tout de suite la parole à ce propos. Merci, je vais prendre un peu d'élan et partir d'une période un peu plus ancienne, mais pour arriver effectivement au Proche-Orient des 13e, 15e siècles. Alors, je m'en excuse par avance, on va délaisser les belles lettres persanes, les hautes sphères de la littérature et de la philosophie pour des choses plus terre à terre, pour comprendre comment, dans une autre confrontation, dans une confrontation d'un autre type, les Arabes ont pu se construire, ou peut-être d'ailleurs davantage se déconstruire, la confrontation avec ceux qui forment sans doute le troisième grand peuple de l'islam, après les Arabes et les Persans, à savoir les Turcs. Et donc c'est de Turcs que je parlerai maintenant. Et d'abord, en quelques mots, rappeler la place particulière des Turcs dans l'histoire de l'Empire islamique et du monde islamique médiéval. À la différence des Arabes, qui sont les conquérants de l'Empire, à la différence des Persans, qui sont l'un des grands peuples conquis par l'Empire, le seul, ça a été rappelé, qui a su conserver sa langue, et donc d'ailleurs un nom de peuple, les autres ont perdu leur nom de peuple, par les Persans, eh bien les Turcs, eux, ne sont pas intégrés à l'Empire par les grandes conquêtes des 7e, 8e siècles. Les Turcs, c'est-à-dire ces populations turcophones qui peuplent la steppe eurasiatique, sur un très large territoire de l'Asie centrale à l'Europe orientale, ces populations turques n'entrent que progressivement dans l'histoire de l'islam. Je dois rappeler aussi, pardonnez-moi l'évidence, que nous parlons d'un temps où la Turquie n'existe pas, où les Turcs ne sont pas encore en Turquie et où l'Asie mineure n'est pas encore devenue la Turquie. Cette entrée des peuples turcs dans l'islam, elle prend deux formes historiquement, et pour aller très vite. La première forme, c'est la capture ou l'achat d'esclaves turcs dans les régions frontalières de l'Empire islamique, et d'abord en Asie centrale, esclaves turcs qui sont employés dans les cours, et d'abord à la cour du calife, et à partir de la fin du IXe siècle, employés de manière très novatrice à l'emploi des armes. C'est-à-dire qu'à partir des années 870, les califes décident de confier leur garde rapprochée, leur protection, à des esclaves, soldats, affranchis au cours de leur formation, et qui sont, de manière préférentielle, choisis parmi les esclaves turcs à qui l'on prête, à tort ou à raison, des qualités martiales exceptionnelles. Ça, c'est la première figure des Turcs dans l'histoire islamique, celle des roulams, celle des serviteurs, celle des esclaves. Et puis, la deuxième figure, beaucoup plus invasive, subie par l'Empire de l'Islam, qui est celle de l'entrée de groupes de pasteurs turcophones qui, autour de l'an 1000, entrent dans les provinces les plus orientales de l'Empire et s'en emparent par la conquête. Qui fait qu'au milieu du XIe siècle, un souverain turc, le chef de la maison seljoukide, Toghril Beg, est à la tête de la moitié orientale de l'Empire islamique, conquis par sa maison en quelques décennies. C'est la deuxième figure, c'est-à-dire de celle d'aristocratie militaire turque qui s'impose par la force des armes et qui prennent la tête de l'Empire islamique, ou qui prennent la tête de l'Empire morcelé, des différentes parties de l'Empire morcelé, dans un territoire qui va de l'Asie centrale jusqu'au Proche-Orient, et même jusqu'à l'Égypte à partir du milieu du XIIIe siècle. Donc vous voyez deux figures différentes ici des Turcs, mais qui sont des figures associées au métier des armes, à la violence et à la conquête du pouvoir. Donc je le disais tout à l'heure, nous quittons les hautes sphères de la littérature et de la philosophie. Les Turcs n'ont pas de science à offrir à l'islam. Il n'y a pas de science des Turcs comme il y avait une science des Grecs. Ils n'ont pas même de littérature, puisque la littérature turque, ou plus exactement l'affirmation du turc comme langue littéraire, est beaucoup plus tardive, j'y reviendrai, elle est liée à un autre contexte et qui est essentiellement celui des 14e, 15e siècles. Alors si les Turcs n'ont ni science ni lettres à offrir à l'islam, qu'est-ce qu'ils offrent? Eh bien, ils offrent d'autres arts, et en particulier les arts de la guerre. Ces arts de la guerre, ces arts équestres, les funun furusiya, qu'on appelle aussi à la fin du Moyen-Âge les funun el-atraks, les arts des Turcs. Les arts de la guerre, ce sont les arts des Turcs. J'insiste bien, des arts de la guerre et non pas des arts politiques, parce que
dans les cours islamiques dominés par des pouvoirs turcs, c'est-à-dire encore une fois tout l'Orient de l'Empire à partir du XIe siècle, les arts politiques des Turcs sont persans. C'est-à-dire que la langue de cours, la langue dans laquelle on pense le pouvoir dans ces cours turcs, c'est le persan, et ça n'est pas encore le turc, ce qui n'advient qu'à la toute fin du Moyen-Âge. Alors, les Arabes, vous me direz dans tout cela. Eh bien, précisément, les Arabes sont, Gabriel Martinez-Gros l'a rappelé en introduisant mon propos, sont dépossédés du pouvoir, de la réalité de la sultane, de la réalité du pouvoir, entre autres et principalement par ces hommes de guerre turcs qu'ils ont fait venir dans un premier temps, qui se sont imposés à eux dans un deuxième temps. Bien évidemment, ici, je brosse une fresque à traits immenses avec toute l'imprécision que cela suppose, mais en quelque sorte, les Turcs ont dépossédé, ont désarmé les Arabes, les ont dépossédés du pouvoir, et c'est en cela qu'ils ont influencé la trajectoire historique de l'arabité et de l'identité collective des Arabes. Pour le dire un peu dans d'autres termes, au fond, le moment où les Turcs s'imposent comme le peuple du pouvoir en islam, c'est le moment où les Arabes disparaissent en tant que tels. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils ont accompagné un mouvement qui a évidemment d'autres tenants et aboutissants, mais un mouvement de désethnicisation des Arabes. À partir du moment où les descendants des conquérants arabes ont été privés des ressources de l'État, au moment où ils sont sortis du diwan, du registre de l'armée, qui ne bénéficient plus des prébendes liées aux conquêtes arabes, des possessions qui s'opèrent au début du IXe siècle, si ma mémoire ne me joue pas des tours, les Arabes sont donc progressivement, perdent en quelque sorte leur identité collective de peuple. Ils sont dans cette spécialisation des activités sociales, en quelque sorte, non pas repoussés, puisque c'est au contraire un nouveau royaume pour eux, mais installés dans la maîtrise des savoirs de langue arabe, du droit bien évidemment, de la religion aussi. En quelque sorte, et là encore une fois j'assume la fresque à très grands traits, les Turcs ont fait des Arabes des musulmans. Bien sûr, les Arabes étaient déjà musulmans, mais cette part de leur identité était tout à fait secondaire dans les premiers siècles de l'Empire, quand ils tenaient encore l'Empire. Les Arabes deviennent en quelque sorte des civils désarmés, dont l'essentiel de l'identité tient à la maîtrise de la langue arabe, à la maîtrise des disciplines et des sciences associées à la langue arabe, et bien évidemment au contrôle des fonctions religieuses. Alors, je vais maintenant changer un tout petit peu d'échelle et être peut-être un petit peu moins injuste avec la réalité historique et un peu plus précis, pour examiner brièvement le moment où ce processus que j'ai essayé de décrire est parachevé. Ce moment, c'est effectivement celui où une aristocratie turque, mais elle d'origine servile, les Mamelouks, domine une région devenue extrêmement importante pour la postérité de l'héritage arabe, l'Égypte et la Syrie entre XIIIe et XVe siècle. Pourquoi on est dans une région stratégique? Tout simplement parce que l'Empire mongol est passé par là et que les conquêtes mongoles ont refoulé à l'ouest de l'Euphrate cet héritage impérial arabe, notamment le califat bien évidemment, mais aussi les lettres arabes qui trouvent refuge en Égypte et en Syrie, et qui, à une époque où l'Égypte et la Syrie est gouvernée par des soldats qui parlent eux-mêmes extrêmement mal l'arabe, qui le baragouinent pour parler breton, eh bien c'est précisément le moment où l'héritage des belles lettres arabes, ou l'héritage des sciences arabes dans toute leur diversité est... il était déjà couché par écrit, où il est à nouveau couché par écrit, où il est très largement sauvé de l'oubli. Alors, dans cette entreprise de production manuscrite des XIIIe, XIVe, XVe siècles au Proche-Orient, il faut savoir qu'une très grande partie des manuscrits arabes aujourd'hui conservés ont été copiés soit en Égypte, soit en Syrie au XIVe, XVe siècle. C'est vraiment un grand moment de sauvetage et de recomposition aussi de ce savoir de langue arabe. Le patronage des élites mamelouks, de ces élites militaires turques, a été décisif. Ça n'est pas, là encore, le seul élément en jeu, mais ça a été un élément absolument décisif. On est donc dans une situation paradoxale où l'héritage
des Arabes, mais qui n'est plus l'héritage des Arabes, qui est l'héritage de l'islam de langue arabe, est protégé, est cultivé, est entretenu et soutenu par cette aristocratie militaire turque d'origine servile. C'est aussi dans ce contexte-là, à la cour des Mamelouks, que, en tout cas c'est là que le phénomène est le plus visible le plus tôt, que s'élabore ce que j'ai évoqué tout à l'heure, enfin que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire la progressive émergence du turc ou des turcs comme langue littéraire, à travers essentiellement d'ailleurs des travaux de traduction du persan vers le turc, puis de l'arabe vers le turc, d'abord dans le dialecte, enfin dans disons le versant khwarezmien, un turc khwarezmien, puis en turc Tchagatai d'Asie centrale, et enfin en turc anatolien, qui est un peu le dernier venu dans cette émergence du turc comme langue littéraire, tout cela au tournant des XIVe et XVe siècles. Et là aussi, la cour du Caire, la cour mamelouk du Caire a été un endroit important dans l'émergence du turc comme langue littéraire, avant qu'elle ne triomphe à la cour ottomane, à Edirne, puis bien sûr à Istanbul. Dernier paradoxe, et je conclurai là-dessus, au moment où donc se parachève ce processus qui, j'insiste, a conduit à désethniciser les Arabes au profit d'autres peuples. On aurait pu parler des Berbères, mais là, ça n'est pas évidemment mon terrain, mais Gabriel en parlera peut-être dans la discussion. Autre paradoxe, ça ne veut pas dire que l'ethnicité arabe a entièrement disparu, mais elle est entièrement cantonnée dans le domaine bédouin, dans le domaine tribal, dans le domaine non sédentaire. Les Arabes au XIVe, XVe siècle, ou les Urban, ce sont les Bédouins. Autrement dit, tous les citadins de Damas et d'Alep ou du Caire qui, depuis la fin du XIXe siècle, se disent arabes, ne se seraient jamais dit arabes au XIVe, XVe siècle. Ils se seraient dit musulmans ou chrétiens ou juifs, autrement dit des identités communautaires, mais pas une identité ethnique. L'ethnicité, elle appartient aux Turcs. Elle n'est plus le privilège des sujets, des sujets sédentaires. L'identité arabe s'est réfugiée dans les réduits bédouins, dans les tribus qui se maintiennent dans les espaces stépiques, en Syrie ou aux frontières de l'Égypte. Et paradoxalement, précisément, mais là c'est mon khaldounisme qui parle, qui précisément au XVe siècle, précisément parce que cette identité ethnique arabe s'est maintenue dans ces réduits bédouins, connaît une nouvelle fortune. Le XVe siècle est paradoxalement un nouveau siècle des Arabes, non pas un siècle arabe, mais un siècle des Arabes, puisqu'on voit émerger du Maghreb à la Nubie des pouvoirs qui sont à nouveau portés par des groupes arabes, ce qui n'était plus arrivé dans l'histoire de l'islam depuis les 11e, 12e siècles. Voilà. Merci. Merci à vous, vraiment. Bon, eh bien, on a un peu de temps. Alors peut-être, vous avez raison, Julien, je dis un mot sur le Maghreb, parce qu'il n'en a pas été du tout question, et que tout de même, ça intéresse en général à l'Institut du monde arabe. Finalement, ce que me paraissent avoir dit nos trois interlocuteurs, c'est qu'on passe d'une définition des Arabes comme d'un peuple, et d'un peuple essentiellement bédouin au départ, à la définition d'une langue. Finalement, en tout cas pour nous historiens, un Arabe à partir du XIe ou du XIIe siècle, c'est quelqu'un qui parle l'arabe, et c'est ainsi que le mot va se retrouver, et c'est avec ce sens que le mot va se retrouver au XIXe siècle. C'est essentiellement la langue qui va animer le mouvement de la Renaissance arabe, de l'Ennahda, de ce qu'on appelle l'Ennahda, le réveil, la renaissance du monde arabe au XIXe siècle. Et finalement, ça me rappelle que lorsque les Français arrivent au Maghreb et commencent à pénétrer profondément les réalités maghrébines, en particulier celle de l'Algérie, la réalité de l'Algérie, mais d'une manière ensuite plus générale, celle du Maghreb, de la Tunisie et du Maroc aussi, ils constatent avec une certaine surprise que la distinction linguistique fondamentale dans ce Maghreb n'est pas une distinction Est-Ouest selon les pays que nous connaissons aujourd'hui, Tunisie, Algérie, Maroc, et qui existent déjà pratiquement au XIXe siècle, bien sûr, même si c'est sous une autre forme. C'est plutôt un rapport côte intérieure, c'est-à-dire qu'on parle un arabe
plus proche à Alger et à Fès ou à Tunis qu'à Alger et à Biskra ou à Tiaret ou à Relizane. Enfin, je dis là des noms que les spécialistes et les connaisseurs repèrent sans difficulté. Disons, entre la côte et l'intérieur, il y a plus de différences dans les dialectes arabes qu'on parle que le long des côtes, d'un bout à l'autre du Maghreb. En gros, on parle à Alger une variété de la langue arabe qui, comme à Fès et comme à Tunis, est très largement inspirée par l'arabe entre guillemets classique, en fait l'arabe urbain andalou, grâce à l'influence que les Andalous ont exercée sur les populations savantes du Maghreb à partir du XIe, XIIe siècle, et grâce au retour, entre guillemets, à l'afflux relativement massif, quelques centaines de milliers de personnes, mais ça suffit pour le Maghreb de ce temps qui est peuplé de quelques millions d'habitants, l'arrivée massive des Andalous, des Morisques, à partir du XVIe siècle, de la reconquête de Grenade surtout, et puis lors de l'expulsion des Morisques au début du XVIIe siècle, sur les côtes de l'ensemble du Maghreb ou dans les grandes villes de l'intérieur comme Fès. Une chose très caractéristique à ce propos, c'est que les Français commencent à nommer les populations d'Alger, les populations arabophones d'Alger, puisqu'ils distinguent ce qu'ils appellent déjà les Kabyles à Alger, c'est-à-dire les populations berbères, de langue berbère, il y en a déjà beaucoup, ils les appellent les Maures, les Moros, tout simplement. Ils utilisent le terme espagnol, en fait, pour désigner ces populations. Et au contraire, à l'intérieur, l'Algérie d'Abdelkader, si vous voulez, au contraire, à l'intérieur, vous avez un autre arabe, qui est l'arabe des Orban, qui est l'arabe des Bédouins. Et celui-là, il est toujours très, très vivant dans tout le Maghreb. Cet arabe-là, il vient de ce qu'on appelle les invasions hilaliennes dans l'historiographie du Maghreb. Ce sont ces tribus arabes qui arrivent au XIe siècle et qui, peu à peu, envahissent, assimilent, arabisent profondément les campagnes de l'intérieur de l'Afrique du Nord. Et donc, vous avez deux Maghreb qui correspondent au total aux deux définitions que vous avez données de la langue arabe, c'est-à-dire une langue arabe urbaine, et une définition des Arabes par la langue essentiellement. Les Maures sont des Arabes, pourquoi? Parce qu'ils parlent arabe, mais ils n'ont, dit par exemple le général Domas, le fondateur des bureaux arabes en Algérie, ils n'ont aucune des qualités des Arabes. Les vrais Arabes, ce sont ceux de l'intérieur, bien entendu. Ce sont ceux d'Abdelkader, ce sont ceux que nous avons combattus, que nous avons vaincus, mais que nous admirons, pour lesquels nous avons une vraie reconnaissance. Ceux-là, les citadins que nous avons conquis sans difficulté, que nous avons soumis sans difficulté, ne sont pas des gens si intéressants. Mais ils parlent arabe, indiscutablement, et ils passent pour parler un meilleur arabe que celui de l'intérieur. Voilà. Et donc voilà, c'est intéressant. Finalement, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que la langue arabe, finalement, dans votre développement, si j'ose dire, pour les périodes que vous connaissez, c'est d'abord la langue du Coran? Est-ce que c'est, comme l'a dit Julien, avant tout, c'est réduit à une catégorie de langue religieuse, finalement? Est-ce que c'est à cela qu'a servi la relation entre les Arabes et les autres, c'est-à-dire à réduire les Arabes finalement à un rôle religieux, essentiellement, fondamentalement, à réduire la langue arabe à un rôle religieux? Et inversement, quel est l'inverse, c'est-à-dire quelle influence a eu la langue arabe sur les autres, par exemple sur les Persans, sur les Turcs, sur les Berbères? On peut aussi en parler, si jamais Julien se souvient encore de ses premières recherches sur le Maroc de Lyautey. Voilà, donc qu'est-ce que vous diriez à l'inverse, par exemple, de l'influence de l'arabe sur le persan? Je pense que pendant tout le Moyen-Âge, l'arabe n'est pas seulement la langue de la religion, c'est la langue de la culture. C'est-à-dire c'est la langue aussi de la philosophie, des sciences, de la géographie, de l'histoire, etc.
bien sûr une culture qui est très imprégnée effectivement par le religieux, mais pas toujours, pas toujours. C'est la langue également des belles lettres, hein, qui sont parfois très très éloignées de la religion, hein, c'est-à-dire toute la poésie arabe classique, hein, quand on pense à la poésie de la débauche ou de l'érotisme, on est très loin du Coran, hein. Mais quand même, je veux dire, c'est la langue, c'est l'arabe le plus châtié, le plus... donc ça reste aussi la langue de la culture. Et parallèlement, je pense qu'à partir d'un certain moment, le persan devient aussi la langue de la culture pour tout l'islam oriental, hein. C'est-à-dire ça va vraiment je dirais du Caucase jusqu'au Turkestan chinois. Là, on a l'impression que c'est le persan. Aussi bien d'ailleurs pour la philosophie, Avicenne a mis sur pied une langue philosophique persane, hein, c'est-à-dire à partir de l'arabe, mais aussi pour les belles lettres, pour la poésie, pour la littérature épique, etc. Donc il y a toujours ce jeu de miroir, et puis, comme l'a dit Julien, à partir d'un certain moment, le turc devient aussi une langue extrêmement importante pour le Proche-Orient. Donc, en un mot, c'est que je ne pense pas que l'on puisse vraiment réduire la langue de l'arabe aux aspects religieux, hein. Je ne pense pas. Oui, enfin, je n'ai rien à ajouter. C'est la langue de la culture dans toutes ses manifestations, et indépendamment de la religion, c'est la langue des sciences, de la philosophie et puis de la poésie aussi. Faut pas oublier. Je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous étaient là il y a 2 ans, mais il y avait eu, à propos de littérature érotique, des lectures qui avaient été faites à l'Institut du monde arabe de ces textes érotiques en langue arabe, composés pour beaucoup, hein, à la fin du Moyen-Âge. Alors, pour essayer de répondre à la question de manière très symptomatique, travailler sur l'histoire des Mamelouks, on le fait à partir de sources arabes. Et c'est évidemment aussi un biais très intéressant, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on n'attrape historiquement qu'à travers ce qu'ont bien voulu en dire leurs serviteurs, leurs administrateurs, leurs sujets, qui les décrivent en arabe, qui les font parler en arabe, alors même que très probablement l'essentiel de la décision politique se faisait en turc. Mais on ne l'entend pas dans les sources. Je parle ici, hein, du sultanat mamelouk, qui fait traduire, hein, soutient, patronne, hein, une littérature en langue turque, mais qui est essentiellement tournée soit vers la poésie et la poésie mystique en particulier, ou les traités d'art militaire. De ce point de vue, mais là j'en parle vraiment absolument pas en connaisseur, il est clair que l'influence du persan a été beaucoup plus grande dans l'émergence du turc comme langue littéraire que celle de l'arabe. Donc une langue arabe, hein, qui est celle par laquelle on saisit ces pouvoirs turcs, encore une fois, que l'on n'entend pas dans leur langue, que l'on peut deviner uniquement à travers les allusions qu'en font les chroniqueurs, mais que l'on n'entend pas, hein. C'est une diglossie qu'on peut déduire de la situation historique, mais qu'on ne retrouve pas dans les sources. C'est un des paradoxes aussi de ce partage des rôles, hein, que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. Oui, c'est d'ailleurs une diglossie que probablement on retrouve dans beaucoup de situations historiques et de l'islam. On peut se demander quelle était la qualité de l'ottoman, de janissaire, d'origine serbe ou bosniaque, qui était arrivé assez tard à Constantinople, enfin dans le sérail, et dont on peut penser que le turc qu'il parlait était un peu chaotique, hein, très probablement. C'est probablement un trait assez général de l'islam à partir du moment où les positions se fixent. Hein. La grande dynastie de l'Iran, la dynastie des Safavides, est une dynastie turque, en fait, hein, bien sûr. Donc on peut se demander quelle langue parlaient les Safavides. Enfin, les premiers, en tout cas. Hein. Les derniers parlaient très probablement le persan. Oui, ils parlaient le turc. Donc, mais leur langue officielle, si j'ose dire, était le persan. La langue de l'Empire était restée le persan. Et il en est de même en Inde, où le persan domine, mais où les groupes dominants sont... le persan est la langue de l'État, mais où les groupes dominants sont en effet turcs, là aussi. C'est-à-dire que Babur
écrit, enfin le fondateur de l'empire qu'on appelle Moghol en Inde, écrit ses mémoires en turc. Son petit-fils est incapable de parler le turc de son grand-père, puisqu'il ne parle plus que le persan. Voilà, il y a des rapports de langue extrêmement vertigineux, en fait. Hein. J'avais repéré, ça c'est pour Julien, je crois que je lui avais dit un jour, un chapitre d'un manuel très, très célèbre de chancellerie écrit en Égypte, puisqu'on écrit tout. Dans l'Égypte bablouk, il y a une production écrite absolument gigantesque, qui s'appelle, donc l'auteur s'appelle Kalkashandi, et il y a un petit chapitre sur de l'avantage de connaître les langues étrangères. Et là, je suis ébouriffé, je me précipite sur le chapitre, parce que, en général, il faut bien dire que dans l'islam, les langues étrangères, et par langue étrangère, vous entendez bien sûr, je ne sais pas moi, l'italien, le français, pourquoi pas, je ne sais pas moi. C'est pas en général la préoccupation première. Donc je me précipite sur le chapitre, et la connaissance des langues étrangères dont parle Kalkashandi, devinez, c'est le turc. Parce que si le secrétaire est capable de communiquer avec le sultan dans la langue du sultan, qui est donc le turc, sous-entendu, hein, alors effectivement, il comprendra beaucoup mieux ce que le sultan lui commande d'écrire, et il sera beaucoup plus souvent sollicité par le sultan d'écrire, et donc il recevra des primes et des gratifications beaucoup plus importantes. D'où l'importance de connaître les langues étrangères, entendez par langue étrangère le turc. Hein, évidemment, étranger se dit ajam, bon, ce qui peut être aussi le persan, mais en l'occurrence, c'est le turc, hein, très visiblement, parce que c'est la langue du sultan qu'il s'agit de comprendre. Ça, c'est très important. C'est une des preuves indiscutables, mis à part cette apostille de Makrizi sur le fait que Kalaoun ne parlait pas un mot de quasiment. Le fondateur, quasi fondateur de la dynastie des Mamelouks ne parlait pas un mot d'arabe. Hein, je veux dire, c'est un des signes du fait que on ne parle pas, comme l'a dit très bien Julien, on ne parle pas en réalité la langue qu'on écrit, et que nous n'accédons à ce monde que par traduction, en fait. Hein. L'arabe n'est pas la langue de ce monde, en réalité. Ce n'est pas la langue de la décision politique. Hein. Et cette décision politique, elle est traduite en arabe dans les chroniques dont nous disposons. Voilà, bon, je pense que peut-être nous pouvons donner la parole à la salle, s'il y a des questions. Alors, comment ça se passe? Vous n'avez pas le droit de toucher le micro, c'est très important, c'est à cause du Covid, bien sûr, de la Covid. Hein. Donc, si vous avez une question à poser, on va vous apporter le micro à proximité de votre bouche, et puis vous parlez sans toucher le micro. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, vous y êtes. Voilà, c'est gentil. Vous pouvez enlever le masque, non? Ah, peut-être, oui. Ouais, donc, en écho de la dernière question, l'arabe n'est pas la langue de ce monde. Enfin, oui, au contraire, est-ce que l'arabe est la langue de ce monde, mais les élites politico-millénaires, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas exactement renverser l'énoncé? C'est juste pour... Alors, je vais les laisser répondre. Je pense que c'est mieux. Ah, effectivement, on est plutôt du côté des Mamelouks. Donc c'est plutôt mais Julien, je vous laisse répondre, Gabriel, c'est votre formule. Ah hein. non, je vous ai simplement traduit, c'était une traduction. Je peux vous demander de la réélaborer, la question, parce qu'elle est compliquée, au fond. Non, est-ce que c'est les Turcs? C'est pas la langue de ce monde, c'est pas la langue de la décision politique. Est-ce que c'est les Turcs qui ne sont pas chez eux, ou est-ce que c'est les Arabes qui ne sont pas chez eux? Qui est l'aliéné? Qui est l'aliéné, voilà, c'est ça. D'accord, merci. Oui, qui est l'étranger? Oui, mais oui, qui est l'étranger? Est-ce que le pouvoir n'est pas, par nature, depuis en tout cas très longtemps dans l'histoire de l'islam, là on se place au XIVe, XVe siècle, est-ce que le pouvoir n'est pas, par définition, pas par nature, par définition étranger? Est-ce que c'est précisément pas ça qui définit la frontière du groupe politique? Dans la question rhétorique, il y a évidemment une partie de ma réponse, c'est-à-dire que à partir essentiellement du XIe siècle, effectivement, le groupe politique se définit par son rapport d'étrangeté à ces sujets, avant tout étrangeté ethno-linguistique. C'est précisément parce qu'on peut distinguer
un mamelouk dans la rue, qu'on sait que voilà, qu'il fait partie, qu'il a le pouvoir, qu'il fait partie du cercle du pouvoir. C'est un peu plus compliqué de distinguer les origines des uns et des autres dans la rue. Bon, oui, il faut bien connaître, décoder les vêtements, etc. Mais on reconnaît immédiatement le détenteur du pouvoir. Donc voilà, au fond, ce que ça propose, ce dispositif-là, c'est un autre rapport à l'étranger. Et à l'étranger, c'est-à-dire que l'étranger est non seulement de ce monde, mais il en occupe la tête. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à concevoir dans un monde de la citoyenneté. Hein. Voilà, l'étranger est celui qui gouverne. Voilà. Mais ça demandait une réélaboration de la question. C'est un peu radouillard, enfin. Alors. Quelle est la proportion de mots arabes dans la langue perse et dans la langue turque? Dans la langue persane, il y a à peu près 20% du vocabulaire, 20%. Donc, il y a quand même, je veux dire, une présence assez importante, mais quand même. Et puis, c'est vraiment au niveau du vocabulaire. Sinon, au niveau de la langue, de la grammaire, ça, c'est une langue indo-européenne. Hein, ce n'est pas une langue sémitique, le persan. Donc, on dirait, pour donner une idée, c'est à peu près, peut-être un tout petit peu moins, d'après ce que tu me dis, hein, que la présence du français en anglais, dans la langue anglaise. Hein, c'est ça. C'est de mots français dans la langue anglaise, mais c'est à peu près ce que, pour le reste, ce que vous disiez, Ali, il y a un instant, c'est-à-dire que la structure de la langue aussi en anglais n'est pas la même que celle du français, pas tout à fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas les mêmes conjugaisons, il n'y a pas. C'est pas une langue latine, c'est une langue plutôt germanique de formation, mais avec une énorme présence de mots d'origine latine et d'origine française purement et simplement qui tiennent à la conquête normande hein, de l'Angleterre au XIe siècle. Hein. C'est à peu près ça, le rapport. Alors en turc, évidemment... je ne suis pas bien placé pour vous répondre, mais simplement en turc, il y a, ce qu'on voit très bien, c'est une contamination du vocabulaire. C'est-à-dire que les mots d'arabe présents en turc sont des mots liés en particulier au registre de la religion, du droit, d'un certain nombre de termes techniques. Il me semble, mais encore une fois, je ne suis pas bien placé pour répondre, que l'influence du persan est beaucoup plus importante. En tout cas, dans le turc ottoman, c'est certain, et voilà, que de l'arabe. Mais il s'agit là aussi de langues différentes. Hein. Et puis, de langues toutes différentes dans le principe, et puis vous avez une désarabisation ou une dépersanisation de la langue à partir de Mustafa Kemal, et bien sûr, des réformes des années 20, qui ont imposé l'alphabet latin et qui ont désarabisé la langue au profit de termes d'origine européenne, hein, remplacés peu à peu, et le phénomène se poursuit hein, encore aujourd'hui. Peut-être pour aussi donner une réponse un peu plus concrète, c'est-à-dire un turc et un arabe ou un persan et un arabe ne se comprennent absolument pas mutuellement hein, quand ils parlent. Quand ils croient se comprendre, c'est pire. Quand ils croient se comprendre, c'est pire. Oui. C'est un peu comme un français et un anglais. Hein, oui, c'est ça. Oui. Madame Petit. Oui, allez-y. Pardon, il y a une dame qui veut parler. Ça fait longtemps que le fait de traiter quelqu'un d'arabe, ou comme on le fait comme on l'entend dans la rue, par exemple, oui. Hein, oui. Me gêne, parce qu'entre arabes, je faisais une différence entre les gens qui venaient de ce pays d'Arabie et les gens qui étaient arabophones. Mais après votre conférence, je me pose la question, qui sont les Arabes? Oui. De qui peut-on dire, de façon scientifique ou sensée, je ne sais pas comment il faut dire, qu'il est arabe?
Je ne sais pas si je suis la seule à me poser la question. Mais... Non, je crois que j'espère que ce sera le prochain sujet des journées de l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arabe et qu'est-ce que c'est qu'un arabe. Oui, c'est possible. En fait, du moins, c'est un des titres que nous avons proposés. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que jusqu'au cœur, peut-être que je passerai la parole à Ziad à ce propos, hein, mais jusqu'au cœur encore aujourd'hui de ce qu'on peut appeler le monde arabe, ou en tout cas de ce qu'on appelait le monde arabe en 1930, indiscutablement, parce que jusqu'en 1930, on hésite encore pour savoir si l'Égypte fait partie des mêmes, suit les mêmes courants, en particulier politiques, culturels, etc., que ceux du croissant fertile. Donc le vrai monde arabe, c'est le croissant fertile, et à la limite l'Arabie, hein, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, ça c'est le vrai monde arabe, hein, je veux dire, indiscutablement. Bon, mais même là, il y a toujours eu, et il y a encore des doutes. Le phénicisme, par exemple, au Liban, bien entendu, etc. Ou le syrianisme, en quelque sorte. Hein, ce que Ziad vous a dit de l'importance de la langue syriaque, c'est l'ancienne langue araméenne, vous savez, entre guillemets, la langue du Christ, comme on l'a dit. On l'a présenté il y a encore quelque temps. C'est un immense domaine linguistique qui s'est imposé pendant de très très nombreux siècles, hein, dans tout le Proche-Orient. Bon, il y a là, est-ce que c'est, alors c'est une langue parlante de l'arabe, mais est-ce que ces territoires même qui paraissent être le cœur de l'arabité sont arabes? Rien n'est acquis, mais est-ce que c'est vrai seulement pour les Arabes? Je ne sais pas. Oui, là ce n'est pas mon domaine de spécialité, donc je vais vous répondre en tant qu'arabe. Voilà. Oui, c'est une question qui n'est pas scientifique. Je veux dire, c'est une question politique, idéologique, que ce soit au Liban ou dans les autres pays arabes. Les revendications de héritage phénicien, etc., sont liées à des mouvements nationaux. Enfin, voilà. Il n'y a pas de réponse scientifique à donner à cette question d'un point de vue témoignage personnel. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas un regard très critique ni réflexif sur cette question. Tout ce que je sais, c'est que depuis la Nahda, l'identité arabe est définie par rapport à la langue arabe et un héritage linguistique qui s'est transmis en arabe. Donc moi, quand on m'a transmis cet héritage, je ne me suis jamais posé la question de l'ethnie de la personne qui a écrit tel poème ou qui a composé tel traité. Pour moi, Al-Jahiz et Abu Nawas sont tous les deux arabes, au sens post-Nahda. Az-Zamakhshari ou Avicenne ou Averroès ou Ghazali ou Al-Kindi sont arabes, même si eux-mêmes se définissaient en termes ethniques, les chrétiens, les juifs, les musulmans, enfin voilà. Donc c'est vraiment une définition orientée autour de la langue arabe. Je pense que c'est assez commun, comme l'a dit Gabriel, post-Nahda. Je pense que même avant, c'est le cas, hein, c'est-à-dire on parle, enfin même je veux dire dans la littérature scientifique orientaliste, on dit les Arabes comme on dit les Latins, c'est-à-dire ceux qui écrivent, n'est-ce pas, la culture en arabe. Mais ils peuvent être persans, berbères, coptes, chrétiens, etc. Donc c'est vraiment une question linguistique, même avant le Nahda, c'est le cas. Donc, c'est-à-dire, comme l'a dit Gabriel, à un moment donné, si on peut appeler les Arabes de souche, disparaissent quand même assez rapidement hein, dans l'empire islamique. Donc, on les trouve, je veux dire, en Arabie même, mais à part ceux-là, les autres ne sont pas de souche arabe, mais de langue arabe. Donc, il y a cette question. Et même, tenez, je prends un exemple tout à fait au hasard qui va beaucoup surprendre ceux qui ne me connaissent pas, Ibn Khaldoun, hein, par exemple, dont l'origine arabe est indiscutable. C'est rarissime. Hein, c'est quelqu'un qui, au XIVe siècle, est capable, à peu près avec quelques trous dans sa généalogie, de faire remonter sa généalogie jusqu'à un compagnon du prophète. Il était Hadramouti, c'est-à-dire du Yémen. Bon, eh bien, il ne se considère pas comme un arabe. C'est ça qui est extraordinaire, parce que pour lui, en revanche, la définition de l'arabe, c'est celle que donnait Julien il y a quelque temps, c'est-à-dire bédouin.
Et comme les populations du Maghreb central dans lequel il vit sont effectivement des populations arabes bédouines, c'est eux qui l'appellent les Arabes. Et lui ne s'appelle pas arabe. Il dit « mes ancêtres sont arabes, mais moi je ne le suis plus. J'ai décliné, je suis en pleine décadence, hein, et donc je ne suis plus capable des exploits militaires ou de l'endurance dont eux sont capables comme les ancêtres conquérants du 7e siècle. Il s'appelle comment alors? Oh, il s'appelle rien, c'est ce que disait Julien, oui, il s'appelle musulman, il s'appelle andalou, mais il n'aime pas andalou parce qu'il trouve que les andalous sont des showing-off, des shows-off, qui en remettent sans arrêt, enfin, je veux dire, ils se prennent très au sérieux, donc il n'aime pas. Il s'appelle maghrébin, il s'appelle tunisois, la petite patrie, hein, il est de Tunis. Voilà, s'il avait été égyptien, il aurait pu dire qu'il était Misri, il était égyptien. Oui, il y a le mot existe quand même, un petit peu. Il existe, il est employé uniquement de manière collective et encore très peu. Hein, c'est-à-dire qu'on est, oui, très peu. Vous avez raison. On est d'une ville. Oui, on peut même être de plusieurs villes, et d'ailleurs on le porte dans son nom, hein, au fur et à mesure de, de ses choix de vie, on prend des noms différents. Tout à fait. On est davantage d'une communauté que d'un pays. Ou que de... toute la question de l'identité que vous posez, elle est aussi simplement que... Aujourd'hui, nous la posons dans des termes qui ne venaient pas à l'esprit qui ne sont pas les leurs, des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Oui. Voilà. Oui, madame voulait poser une question. Au 1, 2, 3e rang, voilà. Non, oui, il ne faut pas le toucher, oui, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui... Par contre, vous pouvez enlever le voile. Ah, d'accord. Le masque, excusez-moi. Oui, bonne celle-là, oui. Par exemple, aujourd'hui, en Afrique du Nord, il y a des mouvements qui sont berbéristes, qui revendiquent leur identité amazigh et berbère et qui nient complètement l'identité arabe de l'Afrique du Nord, de ce qu'on appelle maghrébin. Parce qu'il y a eu les conquêtes des Omeyyades en 700 et tout, et il se pose toujours la question de comment est-ce que quelques Arabes, quand ils sont venus conquérir l'Afrique du Nord, ont pu transformer toute la population en des Arabes, alors qu'avant, il y avait des Romains, il y avait des Ottomans, et pourtant on ne dit pas que les Maghrébins sont romains ou sont ottomans, sont d'origine turque. Ils sont complètement dépossédés et déracinés de leur culture et de leur identité. Et il y a une certaine rupture avec aussi l'africanité. Donc, actuellement, il y a toujours un clivage entre les Maghrébins qui se disent arabes et les Maghrébins qui se disent berbères. Et ce clivage-là fait qu'en gros, ceux qui se disent arabes rejettent complètement le fait d'appartenir et d'être, ils se revendiquent même pas africains, donc ils se sentent plus proches du Moyen-Orient, du Mashriq, et au contraire, ceux qui se disent, sont majoritairement kabyles, chaouis ou touareg, qui veulent mettre en avant la culture berbère amazigh, se revendiquent africains et sont vraiment un mouvement décolonial. Décolonial nord-africain, en fait, on n'est pas du tout arabe. On a été arabisé, mais nous ne sommes pas arabes. Oui, vous posez une immense question et la plupart du temps, les historiens ne sont pas capables de résoudre les immenses questions, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que la question telle que vous l'avez posée pour l'historien, j'entends, sans entrer dans le débat politique brûlant d'aujourd'hui et d'hier déjà d'ailleurs, c'est pourquoi en effet y a-t-il eu arabisation profonde, assez profonde du Maghreb, bien qu'il reste, comme vous l'avez dit et souligné, des groupes berbères extrêmement forts, hein, c'est à peu près 25% de la population d'Algérie quand même, l'ensemble des berbères, les kabyles à peu près 15%, chaouis, etc. 40% au Maroc, dit-on, hein, presque rien en Tunisie, c'est vrai. Donc pourquoi y a-t-il eu une arabisation assez profonde quand même du Maghreb, alors qu'il n'y a pas eu, par exemple, de romanisation profonde, ou en tout cas qu'elle a disparu, hein.
Mais la question revient à dire pourquoi les Berbères se sont convertis à l'islam, hein. C'est parce que c'est par l'intermédiaire de l'islam, bien sûr, que la langue arabe a pénétré. Nous revenons à des schémas que nous avons rencontrés dans cette intervention. Mais ça ne fait que reporter la question un peu plus loin. Pourquoi ne se sont-ils pas convertis au christianisme? D'ailleurs, ils s'étaient en grande partie convertis au christianisme, mais ce christianisme n'a pas tenu face à l'islam. Enfin, il y a là des problèmes qu'en réalité, on n'a pas réellement résolus, hein, et dont on n'a pas la clé. Hein. On peut donner des hypothèses, enfin avancer des hypothèses, mais on n'a pas réellement des réponses totalement convaincantes sur ces questions. Hein. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, ceux qui s'opposent aux Berbères parmi les Arabes sont les Urbains. Les Urbains, c'est-à-dire les Bédouins. Hein. Ce n'est pas les populations de la côte, hein, qui sont très clairement opposées aux Berbères, c'est les populations de l'intérieur, c'est-à-dire celles qui viennent des fameuses invasions ilaliennes, etc. Bon. Voilà, pardon, je crois que tu voulais... Non, c'était effectivement, c'est une très grande question, mais je crois qu'il y a peut-être des pistes à trouver aussi dans ce que je dis au sujet des Persans et la traduction du Coran en persan. C'est moins documenté du côté berbère, mais il y a eu des tensions aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi les Berbères ont voulu que l'on traduise, il n'y a pas une traduction complète du Coran en berbère, mais quand même, c'est la deuxième langue. Après le persan, c'est le berbère. Et donc là, ce serait bien d'étudier le dossier des tensions, je veux dire, entre savants musulmans berbères et savants musulmans arabes sur la question de la traductibilité. Parce que les Berbères, si vous voulez, à ce moment-là, n'étaient pas au courant de la traduction persane. Hein. C'est-à-dire, c'était une initiative indépendante. Donc, il y avait cette résistance déjà devant le fait que la langue de Dieu ne peut être que l'arabe. J'entends pas. Non, j'entends pas. Ah, pardon. Il y a énormément d'Amazirs maintenant en Algérie, au Maroc, qui ne parlent plus amazir, et même en Tunisie, mais qui se revendiquent toujours amazir, et ils disent que en fait, leur langue a été effacée. Et enfin, ceux qui l'ont préservée sont aujourd'hui les Kabyles, les Chleuh et d'autres communautés berbères au Maroc et en Algérie, mais d'autres l'ont perdu. Mais en fait, ils gardent toujours leur nom, le nom de leur communauté berbère amazir. Donc en fait, leur descendance amazir. Donc c'est la preuve qu'ils sont amazirs, berbères quoi. Oui, c'est vrai que les situations sont compliquées. Il y a des gens qui parlent arabe et qui se revendiquent berbères, et l'inverse qui est beaucoup moins fréquent. Mais il y a encore, effectivement, vous avez raison, des communautés, on va dire des tribus, pour parler dans des termes vagues et anciens, qui se disent berbères et qui pourtant ne savent pratiquement plus que l'arabe. Mais après tout, c'est une situation à l'inverse de la définition par la langue. C'est rappeler que beaucoup de communautés ne se définissent pas seulement ou essentiellement par la langue. Vous avez la même chose par exemple, au centre du Mexique, où les langues, y compris le nahuatl, qui est la principale langue de l'Amérique centrale, est en plein recul, mais les gens ne s'en considèrent pas moins comme indiens, bien qu'ils ne parlent plus que l'espagnol. Voilà, vous avez donc des situations un peu comparables. Du coup, ça signifie parler la langue du colonisateur. Parce que par exemple, moi, je me considère et l'accepter en tant que tel, et voilà, ou la refuser précisément. Alors, parce que ce que vous disiez, Ali, est très juste, hein, il y a une dynastie qui a favorisé le berbère dans l'histoire du Maghreb, au Moyen-Âge, j'entends, c'est la dynastie des Almohades, qui a régné sur toute l'Afrique du Nord, d'ailleurs au XIIe, XIIIe siècle, et où ce que tu disais a failli se produire, c'est-à-dire une traduction en effet du Coran en berbère, mais la tentative a manqué, a fusé, enfin voilà. Je crois que c'est le meilleur exemple. À partir du XVIe siècle, il n'y a plus de questions, par exemple au Maroc, la dynastie qui règne est une dynastie arabe, chérifienne, etc., c'est-à-dire descendante directe du prophète, et la place de la langue arabe n'est plus, la place prééminente de la langue arabe n'est plus en cause.
crois que c'est... Voilà.